Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Et bonjour et bienvenue dans Renaissance émotionnelle, le podcast où l'on explore les liens invisibles qui façonnent nos vies. Aujourd'hui, j'avais envie de simplicité, c'est les vacances, et du coup, je repasse au format podcast audio. Ce sera exceptionnel, je vais très vite reprendre les vidéos, mais j'avais envie de quelque chose de simple, sans prise de tête pour le montage. Du coup, c'est parti. Aujourd'hui, on va quand même plonger dans un sujet qui est assez profond et universel, la reproduction des schémas familiaux. Ces comportements, ces émotions ou ces réactions que nous adoptons sans le vouloir, comme si nous étions programmés pour les répéter. Ce moment où on se dit: «Mince, je ressemble à ma mère, je ressemble à mon père, je reproduis des comportements, des émotions, des blessures, des schémas, même quand j'en ai pas envie. Et quoi que je fasse pour essayer de faire différemment ou de faire totalement l'opposé, finalement, cela se produit quand même». Alors, pourquoi reproduisons-nous ces schémas? Comment influencent-ils notre vie? Et surtout, comment pouvons-nous nous en libérer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Commençons par s'interroger par pourquoi on reproduit ces schémas familiaux. Lorsque l'on parle de schémas familiaux, on pense immédiatement à ce qu'on a vu ou entendu dans notre enfance. Mais en fait, c'est bien plus profond que cela. Parce que dès les premiers mois de vie, voire même dès le ventre de maman, in utero, nous enregistrons inconsciemment ce que nos parents vivent, disent et ressentent. Un nourrisson ne va pas comprendre les mots, mais il va capter les émotions. C'est ce qu'on appelle être une éponge émotionnelle. Il va absorber les tensions, les silences, les peurs, mais aussi les élans de tendresse, de joie ou d'amour. Et cette absorption émotionnelle devient ensuite la base de sa construction psychique. Prenons l'exemple d'un enfant qui a grandi dans une maison où les conflits étaient évités à tout prix. Il aura appris que pour être aimé, il faut être calme, ne pas faire de vagues. Et adulte, il ou elle pourra développer une peur panique du conflit, même dans une relation saine où s'exprimer serait salutaire. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que cette transmission va au-delà du visible. Des études en épigénétique ont montré que des traumatismes vécus par nos ancêtres peuvent modifier l'expression de certains gènes chez leurs descendants. Cela signifie que nous pouvons littéralement porter dans notre corps des traces biologiques des blessures de notre lignée. Une étude marquante a été menée sur les descendants des survivants de l'Holocauste. Elle a révélé des modifications dans les marqueurs de stress chez leurs enfants et petits-enfants. Autrement dit, le trauma non guéri laisse une empreinte sur le fonctionnement du corps et de l'esprit des générations suivantes. Ce même type de résultat a été retrouvé chez les enfants de femmes enceintes ayant vécu des catastrophes naturelles, des famines ou des violences extrêmes. Ce phénomène est souvent invisible, mais il agit comme un programme intérieur qui va influencer nos choix, nos émotions et nos réactions. Et tant que nous n'en prenons pas conscience, nous continuons à rejouer ces scénarios, en pensant parfois que c'est notre moi profond qui agit, alors que finalement c'est une mémoire familiale. Et je vais continuer également sans l'approfondir parce que j'en ai parlé dans beaucoup d'épisodes, j'en parle très souvent, mais de l'influence de notre éducation sur nos programmations en tant qu'adultes.
Je l'ai rapidement abordé là dans le premier point, mais quand on voit nos parents agir, réagir d'une certaine façon, que ce soit avec nous ou que ce soit avec d'autres personnes, cela vient construire notre architecture cérébrale, avec des mécanismes qui deviennent des automatismes. On a l'impression que c'est naturel, on a l'impression que tout le monde est comme ça. C'est plus fort que nous, c'est inconscient, comme quand on respire, comme quand on va réguler la température du corps, on n'a pas à y penser pour que ça arrive. Et ben, notre éducation, elle va influencer tous ces comportements et toutes ces émotions que l'on a au quotidien. Donc, une personne qui ressent beaucoup de colère en elle, beaucoup de rigidité, beaucoup de droiture, c'est peut-être parce que c'est ce qu'elle a vécu, que ce soit consciemment ou inconsciemment, dans son enfance, avec papa, avec maman, avec les 2 parents. Une personne qui n'ose pas s'affirmer, qui n'ose pas dire non, c'est parce qu'elle a construit son architecture au travers des émotions, des expériences de vie, des choses qu'elle a pu observer et remarquer auprès de ses parents, auprès de ses frères et sœurs, de sa famille de façon plus générale, qui a construit son architecture cérébrale depuis l'enfance. C'est des programmations qui sont là depuis longtemps et tant qu'on n'a pas retravaillé la source de ces programmations, et ben, en fait, on va continuer de les répéter consciemment ou inconsciemment. Parce que pour nous, ça fait partie de notre façon d'être au quotidien. Et finalement, on s'en rend même pas compte. Ou alors quand on s'en rend compte, on ne sait pas quoi en faire, on ne sait pas comment le changer, on a l'impression d'avoir tout essayé, parce qu'on essaye d'agir dans le conscient, dans le contrôle, dans la maîtrise, et non pas dans de la libération. Et du coup, comment ces schémas impactent nos vies? Et les schémas familiaux, ce sont ces comportements ou ces émotions qui reviennent encore et encore, même quand on fait tout pour s'en détacher. Ils peuvent être très subtils, comme ils peuvent être douloureusement évidents. Et souvent, ils s'activent dans les relations intimes. Ça peut être le couple, la famille, avec les enfants, avec les amis, la hiérarchie au travail. Des schémas familiaux, il y en a plein, on peut vraiment les retrouver partout. Donc ici, je vais seulement donner quelques exemples pour que vous puissiez vous en faire une idée. Mais vous pouvez être une femme forte, indépendante, mais par exemple, dans le couple, vous avez tendance à vous effacer, à dire oui alors que vous souhaitez dire non. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Et finalement, c'est parce que vous réalisez que votre mère faisait peut-être pareil, et qu'avant elle, sa mère aussi. Un peu comme une soumission affective qui était devenue héréditaire. Ça peut être aussi ce besoin d'indépendance extrême, c'est-à-dire qu'on a vu notre mère, notre grand-mère être comme ça, et du coup, on va réagir dans sa totale opposée. On va se dire: «Je veux surtout pas être comme ça, je vais faire tout l'opposé, je vais faire tout l'inverse parce que ça ne me ressemble pas, j'ai pas envie de vivre la même chose que ces personnes-là». Mais finalement, c'est la même corde traumatique qui vibre, c'est la même douleur et soit on arrive à faire le total opposé, mais on ne se sent pas à l'aise, on ne se sent pas bien, on se coupe du monde, peut-être en étant trop indépendante, soit, finalement, même en faisant tout l'inverse, on reproduit exactement les mêmes schémas et les mêmes blessures. Cela peut être aussi, quand on est perfectionniste, toujours dans le contrôle, incapable de lâcher prise et bien évidemment, on en souffre. Finalement, quand on y réfléchit, on réalise que c'est parce que notre père ne supportait pas l'imprévu, qu'il, nous corrigeait sans cesse et on grandit avec l'idée intégrée que pour être aimé, il faut être, irréprochable. Il faut entrer dans les cases, entrer dans les clous. Il faut savoir se maîtriser, se contrôler, porter un masque. Ça peut être également une tendance à éviter les conflits, à fuir dès qu'une émotion trop forte surgit. Mais lorsque l'on regarde son histoire, on voit que dans la famille, personne ne parlait jamais des problèmes. Tous se taisaient et finalement les non-dits étaient la norme.
Peut-être qu'il y a beaucoup de secrets, beaucoup de choses qui ne sont pas dites publiquement, beaucoup de tabous, ou tout simplement parler de ses émotions, c'est quelque chose qui ne se faisait pas dans la famille, qui était peut-être même mal vu, ou en tout cas qui ne savait pas être pris en compte, pas accepté, pas accueilli comme on le souhaitait. Donc tous ces exemples, bien évidemment, ne sont pas des fatalités, mais ce sont des empreintes, des repères inconscients qui vont conditionner notre manière de réagir, d'aimer et de choisir dans la vie de tous les jours. Le plus souvent, on les découvre dans la souffrance, parce qu'on se sent bloqué, vidé, épuisé émotionnellement. C'est toujours la goutte d'eau qui fait déborder le vase qui nous fait prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on se répète: «Mais ce n'est pas moi ça, pourquoi je fais ça?» Et puis il y a un appel à la conscience, un besoin d'éclairer ce qui a été transmis sans mots, mais qui agit encore. Cette envie de prendre son indépendance, de devenir son véritable soi et non pas le copier-coller parental que l'on s'est construit au fur et à mesure des années. Le véritable problème, c'est que ces schémas génèrent un conflit intérieur constant. Une part de soi aspire à autre chose. Elle veut créer, elle veut aimer, elle veut respirer librement. Et bien évidemment, une autre part est freinée par peur, par loyauté ou par habitude. On se retrouve un peu dans un double mouvement. Avancer serait trahir, reculer serait oublier. En fait, c'est assez compliqué parce qu'on se dit que nos parents, on les aime, on on les comprend. Maintenant qu'en plus on est adulte, ils ont fait de leur mieux, parfois peut-être qu'on a l'impression de leur pardonner. Ou alors effectivement on leur a pas pardonné, on a encore de très grosses blessures qui sont profondes, mais ils sont âgés, voire ils ne sont plus de ce monde et du coup, se libérer de ces habitudes, prendre un autre chemin, sortir de ce chemin habituel, familial, de ces schémas qui font mal, bah, ce serait les trahir. Ce serait, finalement être le vilain petit canard de la famille, le mouton noir. Le truc, c'est que lorsqu'on continue de perpétuer ces schémas familiaux et bah, finalement, on finit par s'oublier soi-même. On ne sait plus qui on est nous, on ne sait pas, peut-être qu'on l'a jamais su, parce que finalement, nous ne sommes que le produit de ce que nos parents ou nos arrière-grands-parents ont été. Et finalement, bah, on stagne, on s'épuise, on se perd. Et du coup, ici, je voulais vraiment rappeler que ça, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un point de départ. Que le changement, il est réellement possible et qu'il y a vraiment des voies pour s'ouvrir à soi, pour se reconnecter à qui l'on est, pour être dans un équilibre qui nous fait du bien et que l'on peut aller vraiment s'en libérer. La libération, elle va commencer par une chose, c'est la reconnaissance. Reconnaître que l'on porte quelque chose qui ne nous appartient pas. Que certaines pensées, que certains comportements, certaines douleurs sont héritées et qu'elles ne sont pas choisies. Déjà, cette prise de conscience, c'est un basculement. C'est celle qui va ouvrir la brèche pour aller plus loin. Celle qui va permettre de dire: «OK, ce n'est pas moi, mais maintenant, j'ai envie de choisir ce que j'en fais». Je le dis souvent, sans prise de conscience, ben, finalement, on continue d'agir dans l'inconscience. Il y a rien qui change, il y a rien qui bouge. Parfois, on a besoin de la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour pouvoir vraiment changer. On a besoin d'aller dans de la souffrance et de l'extrême. Et parfois, tout du moins, c'est ce que j'espère, un simple mot, un simple déclic, un déclencheur nous donne envie d'aller plus loin avec nous, d'aller plus dans de l'accueil, d'aller dans un chemin qui nous correspond plus. Et tout du moins, c'est ce que j'essaye de faire avec ce podcast. On essaye simplement d'ouvrir les consciences comme l'on peut. Donc, une fois que l'on est dans la reconnaissance, la deuxième étape, c'est d'aller à la rencontre de cette histoire. Pas pour l'accuser, pas pour la blâmer ou pas pour la rejeter, mais vraiment pour l'écouter. Souvent, dans les séances que j'ai, on me dit: «Le passé, on ne peut pas le changer, c'est comme ça.
Les personnes, mes parents, ils sont comme ça, ils vont pas être autrement. Donc ça sert à rien d'aller, à la rencontre de ces souvenirs douloureux. Ça sert à rien d'aller rejouer ces histoires. Ça sert à rien d'aller comprendre. Mais encore une fois, ben, c'est la base pour pouvoir justement avancer, évoluer. La psychogénéalogie, c'est une voie qui est précieuse pour cela, parce qu'elle va permettre de retracer la lignée, de comprendre les répétitions et les fidélités inconscientes, de faire la lumière sur les deuils qui sont non faits, sur les traumas qui sont cachés. Et déjà souvent, en posant simplement un regard lucide et bienveillant sur ce qui a été, ben, il y a une forme de paix, de sérénité qui commence à s'installer. Et ça, ce n'est que le début du travail, parce que ce travail, il ne peut pas rester uniquement mental. Je le dis souvent, c'est très bien de comprendre, mais comprendre pour comprendre, ça sert à rien. Ensuite, il faut aller plus loin. Il faut aller dans de la libération. Ici, moi, je l'intègre par exemple dans l'art-thérapie. Ça, c'est dans des ateliers que je peux mettre en place. L'art-thérapie, c'est pas une activité créative, jolie ou décorative. C'est vraiment un espace sacré où on va aller reprogrammer inconsciemment et consciemment sa façon de fonctionner, sa façon d'être, au travers des schémas, des symboles, des archétypes, des images. En créant avec ses mains, on donne forme à ce qui n'a pas pu être dit. On contacte l'émotion pure. On déplace l'énergie figée et on transforme. Ce processus, ça permet de rétablir un lien entre le corps, le cœur et l'âme. Un lien entre ce qu'on a pu recevoir et ce qu'on choisit de garder, ce que l'on veut transmettre ou non. Car oui, on peut vraiment transformer la chaîne. On peut aller la traverser et créer un nouveau sillon. On n'est pas obligé de reproduire, on peut vraiment transcender et aller là où on a envie d'être, vers quelque chose qui soit réellement nous, proche de notre essence profonde. Je dis souvent, tu peux aimer tes parents, tu peux honorer ton histoire sans y rester prisonnier ou prisonnière. C'est cela, se libérer des schémas familiaux. Ce n'est pas renier sa famille, ce n'est pas les blâmer, ce n'est pas culpabiliser ou être le vilain petit canard de l'histoire, mais c'est apprendre à se relever, apprendre à choisir ce qui nous convient le mieux, apprendre à tracer son propre chemin et simplement être mieux avec soi-même. Alors, si tout cela a résonné en vous et si vous sentez que quelque chose en vous est prêt à faire un pas, à se délester, à se réapproprier sa vie, alors je vous invite à mon prochain atelier d'art-thérapie. Copier-coller parental, comment j'ai perdu mon libre arbitre. C'est un moment de conscience, de création, d'émotion, de réconciliation. Un temps pour soi, pour dire stop au schéma imposé et oui à sa vraie nature. Ce sera le mercredi 23 avril à 19 h en présentiel à Montpellier, mais également disponible en ligne, comme tous mes ateliers. Et l'inscription et tous les détails d'ailleurs de cet atelier, je le mets en description. Et comme d'habitude, vous pouvez me contacter, que ce soit par commentaire, par message privé, vraiment par tous les moyens qui sont disponibles sur mon site internet, sur les réseaux sociaux, pour vous renseigner sur tous les accompagnements que je peux proposer, tout ce que je peux mettre en place pour vous aider à aller plus loin vers un cheminement et une reconnexion à soi. Comme d'habitude, je vous invite à écrire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode, comment il a résonné pour vous, quels schémas familiaux vous répétez, que ce soit consciemment ou inconsciemment, desquels vous avez envie de vous libérer, lesquels sont pesants pour vous, lesquels sont au contraire peut-être en accord avec vous, que vous n'avez pas envie de vous libérer, que vous avez envie de garder, c'est possible, et de partager ce podcast à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Merci encore du fond du cœur pour votre écoute.
si cet épisode vous a touché. Vraiment, c'est le principal, c'est ce qui me porte de continuer. Et donc surtout, prenez soin de vous, de votre histoire. Elle contient les graines de votre liberté. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle. À très bientôt.